Donc, bonjour à tous et à toutes. D'abord, merci d'avoir pris un moment sur votre heure du dîner pour venir assister à ces webinaires. Donc, c'est notre dernier webinaire aujourd'hui pour notre série de webinaires qu'on avait réalisé dans le cadre de notre démarche alliée pour la biodiversité, laquelle a été rendue possible grâce à la contribution financière de la Société du Plomb Nord qu'on remercie de nous avoir permis de faire cette grande démarche. Donc, avant de pouvoir commencer, je vais simplement prendre un petit moment pour parler de certains petits points techniques. Donc, merci de garder votre micro fermé tout au long de la présentation. Sachez qu'il va y avoir une période de questions après chacune des présentations. Donc, lors de la période des questions, vous pouvez soit les poser verbalement en ouvrant votre micro ou vous pouvez également les poser dans le clavardage et je vais pouvoir relier les questions à nos intervenants d'aujourd'hui. Donc, notez aussi que le webinaire est enregistré. Et d'ailleurs, si n'avez pas pu participer au webinaire des semaines dernières, sachez que les enregistrements sont déjà disponibles sur notre page YouTube. Donc, toutes les informations, si vous les avez manquées, sont maintenant disponibles. Donc, notre première présentation aujourd'hui va être donnée par Madame Jane Chambers Evans, qui est conseillère municipale à Tadoussac, qui va être suivie d'une présentation de Monsieur Emmanuel Moreau, qui est architecte paysagiste pour la firme Rousseau-Lefebvre. Donc, Jane va d'abord prendre la parole pour parler de la démarche de la ville de Tadoussac pour maintenir leur canopée urbaine, ce qui inclut entre autres une politique de l'arbre qu'ils sont en train de développer, ce qui va faire de la ville de Tadoussac la première municipalité nord-côtière à se munir d'un tel outil qui est assez populaire plus au sud du Québec. Et par la suite, Emmanuel va faire une présentation sur le verdissement des industries, commerces et institutions, donc aussi appelé ICI dans le milieu municipal. Donc, sans plus attendre, je vais céder la parole à Madame Chambers Evans. Passez un bon webinaire. Merci beaucoup. Bon, vous avez grand format maintenant? OK, super. Merci beaucoup, tout le monde, d'être présente aujourd'hui. Je vais commencer parce que j'ai assisté quelques de ces des présentations dans la dernière mois. Et moi, je ne suis pas un scientifique. Je suis un conseiller municipal. So, ce projet, la présentation, c'est vraiment de parler avec vous autres de notre projet et notre processus. Et j'espère que si vous essayez d'avoir les autres projets dans vos villages aussi. Euh, Tadoussac, probablement plusieurs entrevues connaissent bien Tadoussac. Et j'ai choisi cette photo en particulier juste de démontrer que nous sommes complètement entourés par la forêt. Tadoussac, pour les personnes qui ne connaissent pas, nous sommes à la pointe de la fjord de Saguenay et en plus la rivière Saint-Laurent. Sur deux côtés, complètement entourés par la marée et en arrière de nous, totalement boréal, la forêt boréale. Nous sommes un petit village rural de autour de 800 personnes et un petit village rural qui transformé totalement en été la troisième plus grande place de visite de Québec et souvent on accueillit autour de 300 000 personnes chaque été. Et puis ça, c'était un petit snapshot de notre village. Et la présentation, le projet de politique des arbres et pour l'augmentation de canopée urbain, c'est un parti d'un projet en mode solution nature. Je vais prendre juste un couple de minutes de décrire c'est quoi ce projet parce que j'ai pensé que c'est vraiment important de comprendre ça pour notre projet. So, En mode Solution Nature, c'est un projet provincial qui est lancé, j'ai pensé 2020, par le gouvernement de vraiment aider à atteindre leurs objectifs autour de changement climatique. Les chargés de projet, c'est Nature Québec et Snap Québec ensemble. Et il y a 10 villages municipaux choisis un peu partout dans la province.
Et avec les deux objectifs, c'est sur l'écran. Sur la première, c'est l'émergence d'un mouvement en faveur de Solutions Nature Québec, une campagne nationale de sensibilisation et de mobilisation. Et le deuxième objectif de ce projet, c'est de mise en œuvre concrète de la solution nature pour les villages, pour les municipalités et villes québécois dans 8 régions de Provence. Et avec le soutien. Ça, c'est absolument clé. Euh, Tout au long de ce processus, je dois dire que nous avons un sens d'être, comme on dit en anglais, imposter syndrome. Et on pose les questions souvent, pourquoi nous? Pourquoi nous sommes contactés par cette groupe d'être un membre de ce projet énorme. Et nous avons analysé les choses que nous avons faites. Nous avons créé un comité environnemental qui inclut les membres municipaux, les citoyennes. Nous avons lancé un programme de compost. Nous avons fait des nettoyages de printemps. Nous avons créé un politique environnementale avec un plan d'action et un guide éco-responsable. Et puis, nous avons déjà commencé et lancé les projets environnementaux. Et puis, c'est une chance pour nous de vraiment explorer un projet plus concret. So, nous sommes fiers d'être choisis et nous avons commencé dans ce sens de vraiment comprendre mieux notre situation et faire un projet vraiment concret. So, j'ai mentionné déjà que Nature Québec plus SNAP et une des premières choses que nous avons faites, c'est de créer un comité multipartite. C'est quoi un comité multipartite? Mais c'est vraiment un comité de tous les acteurs régionaux qui peut nous aider de vraiment avoir une bonne vision de le projet et de nos territoires. So, nos collègues organismes bassin versant est avec nous. Notre comité environnemental régional de MRC est avec nous. La commission scolaire, les parcs, le parc de Saguenay et le parc marin, sont tous les acteurs qui touchent TADSA, qui est autour de table, qui peut nous aider de plus définir le projet, plus définir c'est quoi les forces et les faiblesses. La première chose que les consultantes ont fait, c'est un diagnostic de notre territoire. Sur tout notre territoire, euh, regarder pour les forces et les faiblesses des territoires en termes de capture de carbone. Et il nous aidait dans le processus décisionnel. Et à la fin de ça, nous avons choisi 2 projets. Pourquoi 2 projets? C'est pour une autre discussion, mais finalement, pour aujourd'hui, nous avons 2 projets. Le premier, c'était une protection de milieux humides et le deuxième, c'est une augmentation de canopy urbain. Et ça, la discussion aujourd'hui, c'est autour de ce projet. So, c'est quoi notre réalité? Mais la Côte-Nord, pas juste nous ici à Tadoussac, mais toute la Côte-Nord. On vit la situation, les forêts à la fin de leur vie, grandement affectées par les insectes généralisés. Et puis, il y a beaucoup de secteurs dans nos forêts autour de nous qui sont morts ou mourants. Aussi, on vit les hivers de Côte-Nord avec les vents plus et plus violents. Cette année, nous avons plusieurs occasions, 2, 3, 4 jours avec les vents, 80 ou 100 km par heure. Mais aussi pour nous à Tadoussac, le photo à droite, nous avons des vues extraordinaires. Et souvent, les personnes disent, ah, nous sommes complètement entourés par les forêts. Moi, si les arbres bloquent mon vue, moi, je vais la couper. So, ça, c'est un ajout pour nous. Aussi, nous avons une population vieillissante et souvent les personnes disent à nous, mais je n'arrive plus à m'occuper des feuilles. Et puis, je demande l'abattage de les arbres autour de nous. J'ai parlé de notre vue aussi. Il n'y a pas beaucoup de diversité dans les types des arbres, principalement les sypicaires et les buleaux. Et j'ai mentionné déjà les infestations des insectes généralisés. Le diagnostic de notre territoire fait par Nature Québec vraiment démontré exactement les choses que nous avons pensées. Nous avons un sol sablonneux très acidique, nous exposés fréquents des vents violents,
Aussi, nous avons des marées hautes avec montée des eaux chaque année avec les changements climatiques. Et juste cet hiver, par exemple, autour de notre baie, nous sommes complètement dans une zone d'érosion, tout le domaine de Tadoussac et pour le Côte-Nord aussi. Mais cet hiver, nous avons deux, trois grands glissements juste autour de baie. Et avec le glissement de terrain, un grand bloc de terre qui descend avec les arbres morts, mais aussi vivantes, mais maintenant complètement détruits par les glissements de terrain. So, pour notre projet, nous avons fait une approche de deux volets. La première, c'est de créer une politique des arbres qui mette l'accent sur l'éducation et information et avec un potentiel de besoin de réglementation supplémentaire. Mais aussi en même temps, nous avons un projet de plantation des arbres sur les propriétés municipales, mais aussi pour les citoyennes. Et je vais discuter les deux l'un après l'autre. Premièrement, la politique de l'arbre. Mais une politique sur les arbres n'est pas une idée nouvelle. Et puis, nous avons été inspirés par les nombreuses municipalités dans la dernière 2 ou 3 ans qui sont également engagées dans le processus de découverte, de conservation et de protection. On regardait par exemple les politiques de Drummondville, Rimouski, Rivière-de-Loup, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Félicien. Nous avons choisi particulièrement Rimouski et Rivière-des-Loups qui est dans la même zone de nous, avec la même sorte de contraintes, avec la même sorte de climat. Et c'est vraiment aidant de regarder comment ils mettent leurs idées dans une politique et c'est vraiment aidant pour nous de commencer de cette façon. So, juste un petit aperçu de notre politique. Nous avons parlé beaucoup de notre contexte de Tadoussac, les bénéfices des arbres, qui inclut une portion sur les îlots de chaleur. Et vraiment, quand tu penses de Côte-Nord, les personnes commencent à rire si tu parles de îlots de chaleur. Mais plus et plus, dans la dernière décennie, nous avons des longues périodes de temps avec une chaleur extrême. On connaît bien que nous sommes plus et plus subtils, euh, plus et plus près de les zones de feu forêt et avec les forêts qui commencent à mourir ou morts déjà. C'est vraiment les présences des lézards de chaleur, c'est vraiment un enjeu. So, nous avons parlé de les îles de chaleur, toutes sortes de bénéfices des arbres pour la capture de carbone, les oxygènes, etc. On fait nos objectifs et les actions et nous avons créé un guide de bonne pratique et je vais en parler de ça parce que j'ai pensé pour les citoyennes, probablement c'est la portion de politique le plus utile. Sur nos objectifs et nos actions, c'est vraiment viennent de nos réflexions que j'ai parlé, de connaître les arbres et l'état de notre territoire, d'augmenter le canopy urbain pour prévenir l'érosion et les solutions lutte contre les changements climatiques et améliorer la qualité de vie pour nos citoyennes, de protéger, d'entretenir nos patrimoines arboricoles et encadrement les pratiques d'entretien et de plantation et de promouvoir les arbres. Une des choses qui est intéressante quand nous avons commencé ce processus et quand nous avons commencé de parler avec notre citoyenne, que c'est évident que les personnes qui veulent planter les arbres pensaient de juste planter un arbre. Et notre guide de pratique, nous avons décidé de vraiment encadrer tout le processus. Je vais parler plus tard de notre achat de groupe pour les arbres, mais juste à dire qu'une des choses que nous avons faites, c'est totalement une section qui parle de pré-plantation. C'est quoi la réflexion que tu dois faire avant de planter et pas juste de planter, avant de choisir les arbres que tu veux planter. So, une évaluation de sol. Est-ce que vous êtes totalement sable? Vous avez les argiles? Est-ce que c'est un mélange des deux? Est-ce que c'est déjà beaucoup des arbres? Avez-vous juste une section de gazon? C'est quoi votre situation? Le deuxième, regarde le soleil. Pendant le matin, pendant la soirée, est-ce que c'est toute la journée? Est-ce que vous avez seulement les sections des ombres?
Et le plus important, peut-être, c'est vraiment de penser à la fin. Euh, c'est quoi la dimension recherchée à maturité? Juste un exemple bref. Je suis un membre de notre CCU, notre comité urbanisation, et cette semaine, nous avons reçu 2 dossiers des personnes qui ont absolument les aides de cèdre énormes, qui à ce moment tuaient tous les autres éléments de leur jardin, qui bloquent leur maison et complètement bloquent les voisinages aussi. Parce que dans dans la vie de ces tailles, aucune personne n'a pensé la grandeur qui existe. So, c'est nécessaire de vraiment penser, est-ce que tu veux avoir des grands arbres? Est-ce que tu préfères les arbustes? C'est quoi la réalité de votre vision pour votre jardin? L'emplacement idéal dans le terrain, c'est quoi notre zone? Nous sommes 4A. So, c'est, pour le succès, c'est nécessaire de choisir les arbres qui est idéal pour cette zone. C'est quoi la fonction de l'arbre? Est-ce que tu veux avoir les petites fruits pour les enfants, pour votre cuisine? Est-ce que tu veux avoir des grands arbres de bloquer les vues de voisins? Est-ce que tu veux avoir les ombres? Et aussi, nous avons le règlement en vigueur déjà dans notre municipalité. Il y a quelques arbres, pas beaucoup, mais il y a quelques arbres qui est évité. Et particulièrement, euh, si vous êtes près de les égouts ou les tuyaux de l'eau, parce qu'il y a quelques arbres avec la racine longue qui brisaient les tuyaux aussi. So, cette sorte d'évaluation, c'est vraiment importante avant de faire le choix des arbres. So, nous avons décidé d'utiliser l'idée d'études de cas. Et so, nous avons commencé juste un exemple avec chez Claude. Claude a décidé de planter les arbres, mais il y a des choses importantes pour lui. Il ne peut pas toucher les fils électriques autour de lui. Le sol sont complètement sablonneux. Il veut cacher le stationnement des voisins, mais il est un peu plus âgé. Il veut pas avoir des arbres avec beaucoup de feuilles à gérer. Et puis, dans notre étude de cas, on prend chacun de ces éléments et vraiment faire une description d'analyse de terrain et le choix des arbres plus important pour cette personne qui inclut le choix de placement. Pour la plantation, c'est un peu le même. De vraiment parler des personnes, c'est quoi le bon moment de plantation? Cette sorte d'arbre, cette sorte d'arbuste, est-ce que c'est mieux dans le printemps ou mieux dans l'automne? C'est quoi la dimension de trou? Comment de faire un mélange de terre et compost? Comment de enfoncer, de protéger, d'installation de pellets, de protéger, et comment de arroser? Et c'est intéressant parce que tout le monde a pensé, oh, mais je vais juste mettre un bucket de l'eau, ça va être parfait. Mais il y a des choses que tu peux faire de vraiment améliorer la chance d'enracinement et de vraiment augmenter la chance de succès pour cet arbre de reste vivant. Après ça, comment d'entretien, de comment d'assurer le harcèlement, quand j'ai dit d'irrigation, de fertiliser ou non. Et ça dépend de la sorte d'arbre que tu as. Et nous avons une section particulièrement pour les entretiens des arbres fruitiers parce qu'il y a des éléments spéciaux pour les arbres fruitiers d'assurer le succès de ça. Nous avons inclus aussi une section pour l'habitage. Et c'est pas que nous sommes complètement contre les personnes de couper les arbres parce qu'il y a des éléments importants. Quelquefois, les arbres sont morts ou avec une maladie incurable. Quelquefois, c'est dangereux pour la sécurité, une nuisance pour les autres arbres, pour causer les dommages à la propriété. Quelquefois, pour les travaux municipaux, c'est important de couper quelques arbres et, mais aussi de assurer les personnes, quand quand vous avez un projet de construction, de vraiment penser des arbres autour de votre projet aussi. Parce que c'est pas nécessaire de couper tous les arbres, de construire une maison. Et en fait, c'est plus important de regarder c'est quoi le minimum des arbres que tu peux couper pour votre projet. J'ai un exemple, juste un voisin de moi, euh, elle n'a pas pensé de ça, elle n'est pas présente la journée que la grande machinerie vient de creuser le trou pour la maison et pour la faciliter de leurs travaux, il a coupé tous les arbres autour de la propriété.
Et maintenant, après la construction de maison, c'est nécessaire pour elle de commencer tranquillement de replanter tous les arbres autour de la maison. So, c'est vraiment important dans la réflexion pour ça d'avoir ces idées en avant. C'est pas mentionné ici, mais nous avons aussi inclus euh, une section comment de protéger votre maison dans le sens de feu forêt. Et Sopfu a créé un super bon pamphlet et nous avons donné à chaque citoyenne qui fait un achat des arbres un copie de cette pamphlet aussi. Et il parle de les choses comme où tu as installé votre bois chauffage, comment de assurer les branches n'est pas touche la maison, etc. So, il y a des instructions super utiles. La deuxième partie de notre projet, après nous avons créé notre politique des arbres, c'est vraiment en même temps de commencer tranquillement avec la plantation des arbres. La première année que nous avons commencé, nous avons planté, évidemment, dans la pluie, nous avons planté 50 arbres dans les terrains municipaux. Et c'est intéressant parce qu'au début, quand nous avons commencé de parler avec notre voirie, notre gang de voirie a dit, ouais, mais il n'y a pas beaucoup de terrains municipaux. Mais quand tu pensais de terrains municipaux, nous avons trouvé beaucoup de spots. Presque tout nos terrains municipaux est de gazon. So, il y a beaucoup de places où nous pouvons installer les arbres. Et finalement, avec leur aide, nous avons choisi toutes les places que nous pouvons installer. So, ça, c'est la première année. La deuxième année, nous avons choisi un spot particulier qui est l'entrée de notre parc des ancêtres dans les municipalités. C'est une zone publique qui est entrée dans une forêt centrale dans le village. Et avec l'aide de nos collègues encore de Solutions Nature, nous avons planté un autre 25 arbres. Snap Québec nous fournit les arbres et Nature Québec fournit un panneau. Nous avons installé ce panneau à l'entrée de la Parc des Ancêtres et c'est une façon de faire éducation. C'est quoi le projet? C'est quoi les arbres ici? Quand tu entres dans la forêt, réfléchir sur l'utilité des arbres qui offrent la capture de carbone, qui aident avec l'oxygène, qui offre l'ombre, etc. Et c'est vraiment central dans notre parc et nous sommes vraiment contents de ça. En même moment, nous avons écrit deux, trois articles dans notre journal local d'aviser la population de les projets. Et c'est intéressant parce que le plus et plus que tu parles, les personnes disent, ah oui, j'ai vu les arbres. Ah, c'est printemps, les arbres sont vivants encore. C'est exceptionnel les choses que tu as faites. So, tranquillement, de mettre toutes nos infos en place. Cette année, nous avons un projet, un achat des arbres communautaires. Nous sommes engagés avec une entreprise biologique autour de l'autre côté de Saguenay, je pense. Nous avons choisi uniquement les arbres indigènes de la région. Et nous sommes vraiment contents parce que nous avons les commandes pour 275 arbres. So, en fait, j'ai juste reçu un appel avant de la conférence. Tous les arbres ont arrivé ce matin pour la distribution demain. So, à la fin de la journée demain, on va distribuer 275 arbres. Euh, avec chaque commande, nous avons fait une pré-évaluation avec la personne qui fait la commande, avec notre arboriste, de vraiment tester toutes les portions de nos politiques. Et avec chaque arbre qui est donné, on va donner tout le monde une copie de notre guide bonne pratique et nous avons assuré que le compost est disponible aussi. On parlait encore avec chaque personne quand ils prennent leurs arbres, comment de planter dans une bonne façon. Et avec ça, on essayait d'assurer le succès de la plantation. So, le résultat de nos projets à ce moment, parce que nous ne sommes pas terminés, au cours des dernières 3 années, nous avons planté 350 arbres dans notre petit village. Et vendredi,
Nous avons un autre projet géré par un des membres de notre comité environnemental en collaboration avec la commission scolaire. On va planter un autre 125 arbustes et arbres et plantes de créer notre première forêt nourricière. So, en total, c'est presque, presque 500 arbres dans 3 ans. Notre politique est élaborée et révisée et nous sommes juste dans la dernière version de ça et immédiatement après ça, il va être regardé et adopté par le conseil cet été. Notre plan d'action de assurer que la politique est en vigueur est en cours d'élaboration et en plus aussi notre plan de sensibilisation elle va être élaboré en même temps dans le prochain mois. So, les 3 personnes de notre équipe, c'est Marie-Josée Normandin, Clarisse Deschênes et Marie-Poirier-Saulier. Marie, excusez-moi, Marie-Soleil Poirier sont les 3 personnes qui guident cette portion de nos projets. Nous sommes tous impliqués dans la plantation, etc. Mais aussi, je voudrais remercier vraiment nos 2 consultantes de Nature Québec, Rachel Charbonneau et Marie-Hélène Jacques et aussi Diego Kramer de SNAP, qui est avec nous tout au long de ces projets comme les consultants et le soutiennent. Et nous sommes vraiment fiers de ce projet. J'ai mis un de nos petits arbres qui est encore vivant après 2 ans d'extrême l'hiver. So, je pensais que nous sommes dans un bon volet de succès pour ce projet. So, moi, je vais arrêter là. Et si vous avez des questions pour moi, je suis contente de prendre tes questions. Merci. Merci à toi, Jane. Donc, pour la période de questions, n'hésitez pas à prendre la parole de vive voix. Si jamais vous préférez passer par le clavardage, je garde l'œil ouvert pour... C'est ça. J'ai vu, il y a une question, Mr. Latremoelle, Charles. Il a déposé son main. Monsieur Alexandre? Ton micro est fermé, Alexandre. OK, parfait. Allô? Allô? Merci pour la présentation. En fait, c'est une idée qui m'est venue. Je ne sais pas si c'est d'actualité, là, mais je sais il y a certains pays qui ont mis des lois qui ont rendu certains cours d'eau, mettons, légal avec un non légal et tout, pour avoir un poids politique ou juridique. Est-ce qu'il y a des réflexions? Est-ce qu'il y a des discussions par rapport à ça? Dans votre politique sur les arbres à Tadoussac, de rendre une quelconque partie de la forêt avec un poids juridique? Tu parles pour la protection d'une section de forêt boréale? Ouais, exactement. Oui, c'est ça, mais c'est une des choses que nous avons parlé avec les consultants après le diagnostic. Mais le problème autour de nous, tu connais un peu notre secteur, Alexandre, Oui. vraiment que presque tout le territoire autour de Tadoussac, c'est pas public, c'est privé. Et puis, c'est vraiment important pour nous d'encourager les personnes de protéger, de gérer leur forêt dans une bonne façon. Et en fait, il y a un groupe ici, groupe forestier Côte-Nord, les personnes avec un forêt peuvent engager avec eux comme un membre qui aidait de vraiment regarder combien des arbres de couper. J'ai simplifié beaucoup, Mhm. mais combien des arbres de couper, comment de réinstaller les nouveaux arbres, quelles sortes de arbres à utiliser. Mais vraiment, nous n'avons pas vraiment la chance de faire une zone de conservation juste parce que c'est pas le terrain public. Mais juste une autre chose positive, cette année,
nous sommes en train de créer un parc national des dunes. Et oui, c'est autour de nos dunes des sables, mais autour de ça, c'est un vaste terrain de forêt boréale. Et tout cet secteur va être conservé et protégé dans les termes de parc aussi. Nous avons le parc Saguenay de Fjord aussi, qui est les deux côtés de Fjord. Et ça, tous les arbres dans le secteur des parcs sont protégés et conservés aussi. Nous avons toutes sortes de zones de conservation déjà autour de nous. Et en fait, il y a quelques personnes qui étaient un peu tannées de l'extrême de région qui est protégée déjà. Mais nous sommes chanceuses dans ce sens que nous avons un air protégé, Parc Languedoc aussi, une réserve naturelle dans le secteur de notre village. Nous avons déjà beaucoup de terrains protégés. C'est une super nouvelle. Merci, Oui, Jane. merci Alexandre. Monsieur Plard de Ludwig, vous avez une question? OK, excusez-moi, il y a Oh, non, non, c'est moi, excusez-moi, c'est le... Oui. OK, mais merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous, Jane. Dans les commentaires, il y a des personnes qui vous remercient pour la présentation. Je céderai maintenant la parole à Emmanuel Moreau pour ce qui est de la question des ICI. Merci, bonjour à tous. En route. Est-ce que c'est tout bon pour la projection? Je vais essayer de rebondir aussi sur ce que vous a présenté Jen, sur cette histoire de, je dirais, de plan d'action. Je voulais revenir aussi sur la thématique finalement du jour, qui est le verdissement. Le verdissement, souvent, on le quantifie à travers le nombre de végétaux qu'on peut mettre en place, notamment sur la partie canopée arbre, et surtout avec un objectif d'amélioration de la qualité de vie. Pour autant, il y a deux approches possibles. La difficulté qu'on a souvent en termes de conception, finalement, c'est de savoir si je subis finalement mes espaces avec les contraintes. Et quelque part, je fais des actions qui sont plutôt ce que je qualifierais d'acupuncture végétale, c'est-à-dire que je plante à droite, je plante à gauche, en espérant qu'à terme, on ait quelque chose d'assez fort. Ou au contraire, j'anticipe, je rebondis sur ce que Jane vous a présenté, sur cette idée de plan d'action, c'est d'avoir une vision finalement pour ces espaces qui vont permettre d'intégrer et d'avoir une certaine efficacité. Pourquoi? Parce que la difficulté qu'on a finalement en termes de verdissement, c'est qu'on travaille avec le vivant. Comme vous l'avez vu sur certaines images, je rebondis là encore sur la présentation de Jen, le temps que l'arbre ait une réelle efficacité en termes, j'allais dire, bioclimatiques ou une réelle efficacité sur son, j'allais dire, son caractère de réduction des îlots de chaleur, ben cela prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, dès qu'on peut anticiper, l'objectif, c'est d'essayer d'anticiper un maximum les choses. Et je vais parler un peu de préverdissement. C'est une notion qui est plus, je dirais, plus à l'échelle européenne. Pour autant, on essaie justement de commencer à développer ces éléments-là. C'est quoi? C'est planter aujourd'hui pour bâtir demain, finalement. C'est que dans certaines villes, dans certaines municipalités, il y a beaucoup d'espaces qu'on qualifie un peu de résiduels, certaines friches ou autres, sur lesquelles on n'intervient pas forcément parce qu'on se dit, bah, pour l'instant, ici, il ne passe rien, donc pourquoi y aller? Et pour autant, il pourrait être intéressant d'y réfléchir. Ce sont autant d'espaces qui, connectés, interconnectés, vont permettre d'avoir une réelle valeur végétale et avoir un principe de canopée beaucoup plus important. On a travaillé sur différents sites et notamment sur Sorel-Tracy. On est actuellement en train de travailler sur un plan biophilique aussi, plan directeur sur le Saguenay, à Jonquière, pour être précis. Ce que j'ai qualifié de site industriel d'aujourd'hui sont les lieux de vie de demain. Pourquoi? Parce que finalement, ce sont des espaces qui sont très, très importants en termes de surface, qui peuvent être aussi liés à des interventions propres aux entreprises, donc avec une charge moindre, je dirais, pour la municipalité, mais qui peuvent justement participer à créer finalement des espaces verts beaucoup plus importants. La démarche a été pour Sorel de réfléchir sur les interstices, je dirais, entre ce qui est résidentiel, ce qui est purement industriel et ce qui est privé. Et finalement, on s'est rendu compte que les uns les autres, en complétant les espaces verts et les plantations à bon escient, on arrivait à créer plus de 8 km finalement de corridors verts, en complétant les uns par rapport aux autres, finalement, cette accumulation, de travailler sur les parcelles, les futures parcelles des entreprises et les parcelles actuelles, donner une réelle épaisseur à ce corridor vert, et finalement, toutes ces surfaces interconnectées permettent d'avoir une vraie valeur végétale, qu'on a appelé un peu la
coulée verte finalement, unificatrice, qui part du centre-ville de Sorel pour arriver jusqu'au parc des Grèves. Donc ça, c'est un point important. Et le paradigme, finalement, c'est de réfléchir, est-ce qu'on réfléchit sur un parc industriel ou au contraire, on considère que les industries vont être dans un parc. La notion est assez subtile, mais bien différente en termes d'approche, parce que l'idée, c'est pas de réaliser finalement du vert autour de quelque chose, mais c'est de créer justement un espace, recréer un territoire, un paysage, un corridor vert dans lequel viennent s'immiscer des entreprises, des espaces résidentiels, soit existants, soit futurs. Donc finalement, c'est une réflexion. Donc le plan d'action dont on parlait tout à l'heure, on est vraiment dans cette logique-là. Pourquoi? Parce que chacun à sa hauteur, que ce soit de la parcelle privée ou de la parcelle de l'industriel, font que l'ensemble va constituer un maillage et on va commencer à créer une trame verte et bleue en lien avec la partie hydraulique. Je vais y venir après. Donc voilà, simplement pour vous alerter sur l'idée de la présentation, c'était d'avoir cette conscience finalement de réflexion à l'échelle du territoire en amont et pouvoir commencer à planter dès aujourd'hui pour que demain, dans les futurs espaces, on ait à disposition une végétation mature et qui ait une vraie pertinence. J'ai pris cet exemple-là aussi pour le parc biophilique Terra 8 à Terrebonne. Quand on est arrivé sur la proposition, là, c'est le site actuellement, hein, donc une grosse plantation, hein, une végétation mature qui s'est développée de façon, je dirais, soit sous forme de friche, ou en tout cas de façon naturelle, peut-être anarchique, mais avec une végétation très très importante. Et ce qu'on nous a proposé comme plan initialement, c'était de tout scraper, finalement, pour pouvoir mettre en place les entreprises. Et la réflexion, nous, elle a été tout autre. C'est de se dire, finalement, est-ce qu'à surface équivalente, je suis en capacité, en termes de construction, j'entends, je suis en capacité de conserver au maximum la végétation existante, restituer les cours d'eau existants, en tout cas, je dirais, le parcours de l'eau existant, sans pour autant venir gréver des espaces de construction. Et bien, finalement, on est arrivé à la conclusion que dans notre proposition, on a réussi à retrouver une surface équivalente avec une végétation mature en place, donc qui profite finalement aux entreprises, au lieu de vie. C'est le principe de l'aspect du parc biophilique, c'est de mettre en relation finalement l'humain avec le vivant. Donc plutôt que de scraper un ensemble et de venir replanter avec des coûts assez considérables à la fois pour les entreprises et pour les municipalités, mais l'objectif c'est de travailler finalement avec le vivant déjà en place, valoriser finalement les espaces actuels, déminéraliser les parcours, créer des stationnements verts, un bâti au cœur d'une végétation mature, ça c'est important, là encore. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne vient pas compléter, mais en tout cas, essayons aussi dans une réflexion amont, je dirais, de pouvoir profiter aussi de la végétation existante. Alors, je dirais que le verdissement, ce n'est pas qu'une histoire de quantité. Si on prend un peu les ingrédients qui pourraient constituer finalement quelque chose de pertinent, on va parler de différentes strates. Le sol, très important, parce que vous avez beau planter une certaine quantité d'arbres, si votre sol n'est pas cohérent, on l'a vu tout à l'heure, hein, la difficulté du sol sablonneux ou autre, eh bien, le résultat va peut-être pas forcément à terme être pertinent. Travailler la strate basse, donc ce qu'on appelle la strate basse, c'est tout ce qui concerne les graminées vivaces et autres. La strate intermédiaire, évidemment, les arbustes, et la strate haute qui constitue réellement la canopée. C'est un ensemble, il faut considérer cette idée d'ensemble. J'ai volontairement pris ces images des initiatives que j'ai qualifiées de remarquées et remarquables, puisqu'elles en font partie et pour y trouver la publicité sur le réseau, sur le net. Néanmoins, je me faisais une remarque en voyant ces images, c'est finalement que penser du sol, du fameux sol dont on parlait tout à l'heure, de la strate intermédiaire et de la strate basse. Certes, on a des pelouses. La difficulté d'une pelouse, c'est un entretien permanent, finalement, une biodiversité très faible pour les pollinisateurs et autres. Donc là, on peut se poser la question. L'importance de la biodiversité urbaine. L'aspect essentiel, c'est la connectivité écologique, ce que j'évoquais tout à l'heure. On va le voir juste après, je vais vous donner quelques autres exemples. Et puis la mise en réseau, finalement, de ces espaces verts. D'où la réflexion amont. Le plan d'action est très important. Bien analyser son territoire pour pouvoir justement cibler les interventions de manière à ce que l'intervention A plus l'intervention B plus l'intervention C, je dirais, constitue quelque chose d'assez fort et d'assez pertinent. Comme on dit toujours, l'union fait la force. Et bien finalement, on pourrait réfléchir simplement, si j'ai des difficultés de plantation d'arbres, c'est réfléchir sur la strate basse, plutôt que d'avoir finalement une pelouse. On peut très bien réfléchir sur une communauté végétale tout autre, qui pourrait être une prairie fleurie, donc qui demande beaucoup moins d'entretien,
qu'une simple peau douce, et surtout qu'il y a un apport en termes de biodiversité beaucoup plus important. J'ai pris aussi cet exemple assez caricatural sur les espaces de stationnement. Alors là, c'est intéressant parce qu'on est sur un exemple de sol perméable en termes d'asphalte. Là, vous avez le côté parking qui est très perméable, donc on peut dire je restitue l'eau finalement directement au sol. Pour autant, évidemment, vous avez bien remarqué qu'il n'y avait absolument aucun arbre. Avec souvent, c'est vrai qu'en termes de conception, on s'entend dire aussi, oui, mais on a besoin de déneiger. Il nous faut de la place, il nous faut moins d'arbres parce qu'il faut pouvoir pousser la neige. Bien finalement, dans les réflexions qu'on peut avoir, nous, en tout cas de notre côté, c'est que l'espèce de stationnement, qui pourrait être considéré comme une surface purement technique, je dirais, très minérale de fait par rapport à son usage, pour autant, on a tout à fait la possibilité de gérer à la fois les eaux, de gérer le sol, et puis surtout que cet espace de stationnement devienne je dirais, un véritable poumon vert, si je puis dire, qui viendrait en complément d'autres surfaces et qui finalement, l'idée, c'est de joindre un petit peu l'utile et l'agréable, c'est-à-dire ma captation d'eau à travers donc, mes principes de nouveau d'infiltration, et puis un véritable support pour la végétation avec tous les niveaux de strates qu'on a évoqué tout à l'heure. Je voulais revenir après sur toutes ces composantes entre l'arbre de rue. Finalement, l'apport de l'arbre en tant que tel, évidemment, bon, chacun connaît un petit peu l'idée de diminuer les effets de chaleur, les effets d'îlots ce que j'appelle aussi les îlots de fraîcheur, finalement, puisque les îlots de chaleur, souvent on prend le point négatif, mais c'est intéressant de le prendre dans l'autre sens aussi. Il y a quelques études qui ont démontré, évidemment, qu'on a en termes de captation de polluants atmosphériques de façon très, très importante. L'étude de Toronto l'a démontré. Et puis surtout, c'est qu'au niveau du sol, si tant est que le sol, en tout cas au pied de l'arbre, ait la possibilité de capter les eaux, j'insiste là-dessus, c'est que 80% des pluies annuelles peuvent être captées par un arbre, donc dans des volumes raisonnables, hein, dans des volumes, je dirais, classiques en termes de récurrence. Donc ça, c'est un point important. La Cité de la Santé à Laval, sur laquelle on a travaillé, a montré aussi à travers ces infrastructures végétalisées l'apport justement de tous ces éléments-là. C'est récupérer l'eau en amont, évite aussi de la renvoyer directement comment dire, dans les tuyaux. Là aussi, problématique d'entretien, c'est des choses que certaines municipalités pourraient avoir en moins. Souvent, on nous dit, effectivement, les espaces verts, le verdissement, c'est plus de travail, c'est comment dire, plus d'entretien, plus de moyens. Il est vrai que les 2 premières années, le temps que la végétation s'installe, il y a un entretien minimum, mais à faire l'exercice entre 5 et 10 ans finalement d'implantation, on se rend compte, et les chiffres le démontrent, que au gré des années, finalement, l'entretien devient minimum, la végétation se met en place, donc il y a un cycle naturel qui se fait, qui demande beaucoup, beaucoup moins d'entretien, que toute cette eau qui est captée dès la source, j'allais dire, où la goutte tombe, évite d'aller ramener l'eau et d'aller capter l'eau vers des réseaux pour aller saturer d'autres tuyaux, etc., qui demandent encore de l'entretien et de l'investissement, et bien finalement, la végétation, elle, s'en charge directement et surtout est alimentée directement par cette eau qui va circuler. Point aussi important, on l'a un peu évoqué aussi à Tadoussac, c'est le partenariat, c'est-à-dire que entre le public et le privé, il peut y avoir ce niveau d'échange qui permet justement de répartir la charge en termes d'investissement. Hein, quand une parcelle privée, quand les privés sont sollicités à travers un guide des pratiques qu'évoquait Jen, que la municipalité, elle, de son côté, sur ses espaces publics, finalement, ou que l'entreprise, sur ses espaces aussi privés, vient gérer, finalement, tout ce cumul crée un environnement favorable à l'accumulation de cette végétation, à cette création, finalement, de canopées et de biodiversité. Je compléterai, j'insisterai aussi sur cette idée de réseau vert et réseau bleu. Souvent, effectivement, en verdissement, on pense uniquement à la végétation, mais évidemment que le corridor bleu, donc le parcours de l'eau, est tout aussi important. Il alimente, il permet à la fois d'alimenter, évidemment, je dirais, de façon gravitaire et de façon simple, sans avoir des artifices ou d'utiliser des choses particulières. Eh bien, amenons l'eau vers les espaces verts, à la fois pour les arbres, évidemment, pour les strates basses, mais surtout, c'est autant d'eau, là encore, qui n'est pas ramenée dans les réseaux et pour les problématiques d'entretien que j'évoquais tout à l'heure notamment. Dernier point sur la qualité des sols, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, je dirais, c'est la base, en fait. Souvent, on se dit, bon, voilà, on a planté, très bien, mais est-ce que vous êtes intéressé à votre sol, finalement? Là encore, je reviens sur ces idées de tuyaux. Souvent, on nous dit, on ne peut pas le planter parce qu'il y a des tuyaux.
oui, mais grâce à nos plantations, on peut éviter d'avoir des tuyaux, justement. Donc, c'est toute la réflexion en amont qu'il faut que les municipalités puissent avoir aussi. C'est de se poser la question de savoir si je remplace mes tuyaux, je vais dire béton, par des tuyaux que je qualifierais de tuyaux verts aériens, qui sont gérés par l'implantation, par l'infiltration. Récupérer la goutte là où elle tombe coûte beaucoup moins cher que de récupérer la goutte et de l'emmener 2 kilomètres plus loin et la capter et essayer, tant bien que mal, de l'infiltrer. Et point important par rapport à ces verdissements, c'est l'aspect économique des choses qui sont moins perceptibles directement, mais c'est finalement la qualité de vie qu'on évoquait tout à l'heure, des loyers, des ventes de maisons qui font qu'on valorise finalement les espaces publics et les espaces privés. Donc des quartiers verts ont aussi un vrai impact sur l'aspect social des choses. Alors au-delà de voir simplement l'aspect, j'allais dire, climatique, il y a cet aspect qui est lié à l'humain. Donc justement, dans ce que j'évoquais tout à l'heure, l'aspect biophilique des choses fait qu'on a aussi cette qualité, je dirais, de vie qui est liée aux plantations. Je résumerai enfin sur la température ambiante, les polluants atmosphériques, des choses que vous connaissez déjà, diminuer l'anxiété physique, dans l'anxiété, effectivement, et le stress, quand on a des zones plantées, on s'est rendu compte que d'un point de vue social, on avait quand même des impacts assez importants. Et je terminerai sur quelques exemples un peu plus urbains, mais volontairement urbains, notamment la place publique de Bonaventure qui faisait l'objet d'une zone très très minérale à l'époque, hein, qui était liée, je vais revenir sur la vision telle qu'elle était avant le projet. Donc une autoroute, un élément très 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 minéral, évidemment très urbain, hein. J'ai volontairement pris cette image-là pour ça. Mais finalement, ce qui a été créé, c'est au-delà de l'aspect, je vais dire, purement plantation, c'est là encore, je reviens sur l'idée du sol, c'est essayer de minéraliser au maximum le sol, mais surtout que ce sol serve à quelque chose. En l'occurrence, là, ont été aménagés 4 îlots qui permettent de récupérer un maximum d'eau liée aux aspects circulation que vous avez de part et d'autre. Donc, on a créé réellement des jardins de pluie qui permettent une captation assez importante, donc qui montent en charge, hein, comme on dit, c'est-à-dire qui se remplissent littéralement avant les temps d'infiltration, donc qui redonnent un caractère complètement différent en termes de paysage, néanmoins avec une végétation adaptée, hein, qui est liée à ce sol. À d'autres moments de la journée, de l'année, évidemment, les espaces sont complètement exploitables. Mais ce qui est important de retenir, c'est que finalement, chaque espace vert a son utilité technique. Ces espaces verts ne sont pas là uniquement pour l'aspect agrément ou simplement d'augmentation de la canopée. Mais je reviens sur cette idée de sol, c'est que finalement, l'idée, c'est qu'on se rend compte que à 1 an, à 2 ans, à 30 ans, on a quand même un niveau on parle de 280 arbres, hein. Donc ça correspond je dirais, à peu près à la jauge que Jane évoquait. Voilà ce que représente en mètres cubes en 30 ans de captation d'eau de pluie. Là encore, je redis, c'est autant comment dire, d'eau qui ne part pas dans les réseaux, donc qui est restituée à la végétation et à la terre, et là encore, qui permet une certaine comment dire, logique finalement de captation. Alors au niveau carbone aussi important, parce qu'évidemment, hein, là on parle de 280 arbres, ce qui est à la fois gros et pas tant que ça à l'échelle d'une grande ville, par exemple, mais c'est quand même assez conséquent et assez important. La gestion des eaux de pluie, donc, peut se faire sur du stationnement, je le répète, et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces espaces de captation viennent de formidables zones d'évolution pour les différentes strates végétales qu'on évoquait tout à l'heure, avec des choses assez simples finalement, euh, d'éviter ces différents réseaux. Je terminerai sur l'Arena, donc Rodrigue Gilbert, qui était aussi une zone de stationnement. Ça, c'était l'état dans lequel on l'a trouvé quand on est arrivé. Et ce qui était important, c'est qu'il y avait un parc juste à côté et que la réflexion a été de se dire finalement, cette connectivité que j'évoquais tout à l'heure, cette mise en réseau, dans la réflexion, c'est de se dire, certes, c'est un parking, mais pour autant, essayons de le connecter justement avec le réseau vert qui existe déjà aujourd'hui. Ça, je dirais, c'est un peu l'objectif, ou en tout cas, c'est surtout pour moi, dans les plans d'action, la réflexion elle doit être menée de manière à ce que cette idée de cumulatif en termes de verdissement et pas de diffusion ou dilution
souvent, effectivement, des espaces comme les stationnements sont à valoriser de manière à rendre en connexion avec, ils sont en proximité de parcs souvent, donc commencer à créer ces corridors et qui permettent justement d'avoir un vrai impact à l'échelle du climat. Donc voilà, il y a tous ces systèmes de biorétention, l'idée des pollinisateurs aussi important, un espace aussi qui a pu être mutualisé puisque du fait qu'on lui redonne un caractère plus végétal, l'espace du marché a pu se développer, le marché hebdomadaire a pu se développer sur cette zone de stationnement quelque part. On pourrait dire parking et parc tout court quelque part, ou en tout cas espace valorisé, valorisable avec une amélioration de la performance environnementale qui était de 75%. En même temps, on partait de zéro, hein, puisqu'on était sur une surface hyper minérale. Et pour autant, le fait simplement de retraiter ces espaces en termes de verdissement et de pouvoir le connecter au parc à proximité redonne de l'épaisseur et de la valeur au parc finalement, quelque part. Voilà, après, autour de ces éléments-là, il y a toute une communication aussi pédagogique, donc pour les générations futures qui a été menée. On parle d'une zone de stationnement, mais c'est devenu quelque part un atout finalement qui a permis de développer et comment dire, de valoriser finalement ces espaces. Voilà, là on voit quand on arrive sur l'espace, anciennement l'espace, tout autour on a ce parc et puis on se retrouve avec cette verrue finalement minérale. Eh bien, pourquoi pas finir le parc? Ça ne veut pas dire rejeter le parking, ça veut dire l'intégrer, donc que la végétation vienne l'englober. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le parking s'immisce finalement dans notre parc qui est plus global. On a pu intégrer à la fois les eaux de pluie, évidemment la gestion des eaux de pluie, puis comment dire, valoriser la canopée. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous, Emmanuel. Donc, on serait rendu à la période des questions. N'hésitez pas encore une fois que ce soit de vive voix ou via le chat. Euh, si vous avez des questions pour Emmanuel. Est-ce que je peux juste mentionner, Emmanuel, j'ai Oui, absolument adoré la vision et aussi les idées de transformer, particulièrement les stationnements, c'est quelque chose on, on essayait de faire tout le temps. Parce que le stationnement, évidemment, dans une zone touristique comme le mm, nôtre, c'est nécessaire d'avoir les gros stationnements, mais de voir un stationnement avec les arbres, les arbustes autour, c'est une super belle idée et vraiment une vision très claire. Merci pour toutes les idées, elles sont vraiment intéressantes. plaisir. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que pour compléter ce que tu dis, Jane, c'est que la difficulté qu'on a souvent, c'est manque de place, enfin, plus de place, évidemment, quand il y a une proportion végétation, nombre de places de stationnement, surtout effectivement dans des zones comme Tadoussac, zone touristique. Le problème, et je reviens un peu là-dessus, le problème aussi du déneigement, pour les facilités de manœuvre, qui sont surtout évidemment en Côte-Nord, c'est plus complexe. Néanmoins, on sait justement, en réflexion amont, on sait aussi, j'allais dire, concevoir de manière à ce qu'on puisse optimiser les choses. Donc, les choses ne sont pas impossibles. J'allais dire que chaque petit effort vient compléter l'autre. Donc, il ne faut pas être défaitiste sur ça, effectivement. Et on arrive à trouver des solutions. On parle aussi de certaines zones. Je sais que dans certaines municipalités, c'est pas refaire d'autres zones de stationnement, mais ça, comme on dit, c'est des stationnements d'événementiel, en événementiel, plutôt l'été. Donc, on peut aussi avoir des systèmes en tout cas sur des surfaces ou justement des friches que j'évoquais tout à l'heure, qui peuvent être revalorisées en stationnement dit événementiel, qui ne sont pas structurés comme un stationnement du quotidien, mais qui pourraient aussi servir et du coup recompléter la jauge et la quantité nécessaire en termes de stationnement pour délester d'autres qui sont plus au centre-ville, si je puis dire, au centre-village. Donc voilà, c'est les réflexions, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le plan d'action qui doit définir ça. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre ce silence pour le fait que c'était très clair et qu'il n'y a pas de questions. On va dire ça. Donc, merci encore à Jane et Emmanuel pour vos présentations. C'était très apprécié.
vous devriez voir apparaître sur votre écran pour les participants un sondage de satisfaction de 2 petites questions, simplement pour nous aider à pouvoir nous améliorer en continu. Je vous invite à prendre un petit moment pour y répondre. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient présentes d'avoir participé à ces webinaires. Il y a des noms que je reconnais qui ont participé également à d'autres des webinaires jusqu'à maintenant. Donc, encore merci à tous et bonne fin de journée.